va faire cette présentation en 2 parties. La première partie, à propos des collections du musée Fabre, et on va essayer de voir qu'est-ce que la médecine a apporté à l'art. Donc c'est Pierre Stéphanoff et moi qui ferons cette présentation. Je m'occuperai de la partie médicale, expliquer un peu le contexte médical des tableaux, tandis que bien sûr il parlera du contexte plus artistique. Et puis la deuxième partie, qui sera aussi conclusive, c'est à partir des collections non plus du musée Fabre et du musée Atget. Et là, Thierry Lavabre se posera la question de savoir qu'est-ce que l'art a apporté à la médecine avant de conclure. Donc, si vous voulez bien, on va commencer par la première diapositive. Voilà. Alors, on peut être étonné quand on voit cette espèce d'acte de chirurgie, ce qui correspondrait aujourd'hui à ce qu'on appellerait de la petite chirurgie, sans aucun protocole particulier, et qui est fait par des gens qui paraissent complètement anonymes. C'est-à-dire on ne peut pas les distinguer de quelqu'un d'autre de la population. Bien, tout ça, c'est normal, parce que la chirurgie, du moins à ses débuts, n'a rien à voir avec la médecine. Et pour cause, quand on fonde la faculté de médecine en 1220, c'est l'Église qui s'ouvre à la médecine pour former ses clercs à la science médicale. Ce n'est pas pour autre chose. Et donc, comme au Concile de Latran, en 5 ans plus tôt, l'Église a décrété qu'elle avait horreur du sang, de la chirurgie, on ne s'en occupe pas, ils ne veulent même pas en entendre parler. Résultat, il faut quand même bien s'occuper des gens, et finalement, puisque ces barbiers qui sont un peu adroits avec le rasoir, on leur confie l'usage de la lancette, et ils vont saigner les gens, parce que la saignée, c'est un thérapeutique ancestral, si je puis dire, et donc ils vont s'occuper de ces gens-là, et on va leur confier ça. Et donc, on va leur confier tous ces gestes de petite chirurgie. Mais c'est très important, parce que ces barbiers chirurgiens, qui ne sont pas médecins, parce qu'évidemment, ce sont des gens qui sont, la plupart, ils sont incultes, ça c'est sûr, ils ne connaissent pas le latin, ils sont analphabètes, complètement. Mais, au fond, les malades, ils les regardent et ils les examinent. Parce que si vous voulez réduire une fracture ou une luxation, il faut bien que vous essayiez de comprendre comment ça s'est passé avant de tirer dessus. Et donc, tandis que les médecins, eux, n'examinent pas les malades. Donc c'est pour ça que petit à petit, ils vont arriver à se glisser dans l'enceinte médicale de la prise en charge. Et bien entendu, leur statut va monter petit à petit jusqu'à ce que la Peyronie, au milieu du XVIIIe siècle, en créant l'Académie et le Collège de chirurgie, va faire en sorte que les chirurgiens vont arriver au même statut que les médecins. Alors Pierre, parle-nous de ces 2 tableaux. Ce qui est intéressant aussi, c'est de souligner, comme vous le voyez au niveau des lieux de naissance et de mort de ces 2 artistes, qu'on a affaire avec David Ricart, et on a mis en contrepoint un très beau tableau du musée de Francfort, Adrian Brouwer. On a affaire en fait à 2 artistes qui sont d'origine flamande. Donc les Flandres, territoire qui correspond à l'actuelle Belgique. Et dès le courant du XVIe siècle et pleinement au XVIIe siècle, ce qui caractérise en partie la production picturale de ce territoire, c'est un goût assez prononcé pour la représentation précisément de ces personnages du quotidien, de ces occupations du quotidien, et un intérêt également pour le travail, pour les métiers. Et donc le barbier chirurgien, bien sûr, barbier chirurgien dentiste, si je puis dire, n'échappe pas à la règle. Et donc, ces tableaux sont un témoignage très parlant de ce genre de pratique, de ce qu'on a voulu appeler la médecine populaire à cette époque du XVIIe siècle. Alors, on peut parler de réalisme, du fait de cet intérêt pour ces occupations finalement un petit peu banales, un petit peu quotidiennes, un peu anonymes aussi également, puisque les personnages que vous voyez sont des personnages génériques, ce ne sont pas des personnages déterminés. Et on peut parler de réalisme, mais on doit aussi parler d'humour, bien sûr, parce que ces tableaux ne sont bien sûr pas des photographies littérales de ce genre de pratique, ce ne sont pas des documents artistiques, pardon, ce ne sont pas, excusez-moi, des documents historiques, stricto sensu, ce sont bien sûr aussi des interprétations qui nous amènent à sourire, qui nous amusent, avec un goût pour la grimace, avec un goût pour des frissons, même si je puis dire, quand je regarde le tableau de gauche. Donc il faut bien avoir à l'esprit à la fois cette provenance flamande, ce goût typique, à la fois pour le réalisme, mais un réalisme toujours truculent et drôlatique que l'on a dans ces scènes de médecine.
Alors, nous passons au mireur d'urine, parce que vous voyez que c'est quelqu'un qui tient dans sa main un récipient qu'on appelle une matilla, dans lequel il regarde les urines. Alors, pour comprendre l'importance, ça a été très important cette histoire de regarder les urines, il faut d'abord savoir que là, on passe des chirurgiens aux médecins. Ce sont les médecins qui regardent les urines. Et pourquoi est-ce qu'on regardait les urines ? Eh bien, parce que les urines, c'était le miroir de ce qui se passait à l'intérieur du corps, c'est-à-dire c'était le reflet de la coction du sang dans le foie. Et donc les urines étaient l'émonctoire de cette coction. Et donc on pensait qu'en regardant les urines, on allait pouvoir essayer de comprendre ce qui se passait à l'intérieur du corps. Alors, ce qu'il y a d'important, c'est que, je répète encore que les médecins n'examinent pas les malades. Donc ce qu'ils vont examiner, c'est ce qu'ils peuvent regarder, leurs crachats, leurs selles, leurs urines, etc. Donc on va faire très très attention à ça. Et il va y avoir un engouement incroyable à partir de l'époque médiévale pour ces traités d'urine. Je ne sais pas combien il y a de traités d'urine à la faculté de médecine de Montpellier, mais on en aurait plus de 300 ou 400, ça ne serait pas étonnant, parce que c'était vraiment De Urinis de Pulsibus, c'est la publication principale. Alors, cet examen des urines, il était très poussé, parce qu'on répertoriait en couleurs, 27 couleurs. Si vous ajoutez à ça l'odeur, la viscosité, etc., ça vous fait un catalogue absolument incroyable, et à chaque fois correspondait effectivement un diagnostic. Et on apprenait ça avec beaucoup de sérieux, encore que là, vous voyez une scène avec des carabins qui se disputent un peu, des gens qui leur apprennent, qui sont peut-être des clercs d'ailleurs, hein, la tenue, on ne sait pas vraiment, mais cette étude des urines a été très 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 importante, et on a publié le dernier traité sur les urines, il a été quand même publié en 1756 par un type qui s'appelait Davac de la Rivière. Donc vous voyez, il a fallu longtemps pour éteindre cette pratique qui nous paraît complètement archaïque. Alors, ce qui est frappant dans ce tableau du musée du Louvre de Gérard Doux, où on voit vraiment effectivement la représentation de cette pratique et l'analyse de l'urine, c'est que Gérard Doux, donc c'est un artiste en fait qui est un élève de Rembrandt, qui se forme donc à Leyde, une ville qui s'appelle Leiden aux Pays-Bas. Donc on passe du côté protestant dans la République des Provinces-Unies. Et cet artiste, sa grande spécialité, c'est d'avoir développé ce qu'on appelle la peinture fine de Leyde. C'est un artiste, donc, comme vous le voyez, qui peignait sur des supports de bois dans des dimensions assez petites, hein, le tableau fait 86 cm de haut, et qui a déployé tout son art dans une sorte d'illusionnisme pictural extrêmement raffiné, extrêmement précis et extrêmement spectaculaire. Un des grands points qui caractérise notamment cette peinture, c'est la virtuosité dans la lumière. Et donc, il y a fort à parier que ce goût pour la pénétration de la lumière qui passe au travers de la fenêtre, eh bien, est suscité aussi chez cet artiste le goût pour la lumière qui passe au travers d'un flacon d'urine. Hein. C'est finalement le même principe. C'est un procédé de virtuosité picturale que de montrer cela, et de montrer aussi la scène de médecine comme un véritable théâtre. Hein. Vous voyez notamment la présence de cette magnifique draperie à droite qui suscite un effet de réel, et en même temps un effet de faux, hein, puisqu'on a l'impression de voir la scène se déployer devant nous, mais on a l'impression donc de voir une scène se déployer devant nous, une scène de théâtre, avec ce côté très théâtral dans les poses, dans les gestes, dans le costume même de ce médecin. Vous voyez qu'il est quand même très bien habillé, comme une espèce de prince presque oriental. Donc tout ça est évidemment inventé, et avec aussi également toujours une pointe d'humour, parce que la tradition veut finalement voir dans l'analyse de l'urine de cette dame qui ne se sent pas bien, peut-être une forme d'amour, de sentiment caché. C'est souvent ce qui se cache en fait derrière cette maladie dont sont affligées ces dames dans ces tableaux de Gérard Doux. Alors, ceci pour dire que, en fait, les mireurs d'urine, à l'époque plutôt médiévale, peut-être moins au XVIIIe, mais rappelons-nous que les médecins à l'époque médiévale, ils sont aussi chiromanciens, alchimistes. C'est pour ça que vous avez ici une représentation d'un alchimiste. Ils sont aussi, comment dirais-je,
Ils sont astronomes, ils s'occupent de tout, ils sont philosophes, ils sont tout ce que vous voudrez. Donc c'est très souvent qu'on a un mélange entre les alchimistes et les mireurs d'urine, lesquels alchimistes cherchaient bien entendu la pierre philosophale et cherchaient à transformer tout ce qu'ils pouvaient en or, ce qu'ils n'arrivaient évidemment jamais à faire. Ce qui est amusant justement, c'est de voir que cette pratique, qui est assez caractéristique de la sorte de chimie élémentaire, enfin des débuts de la chimie, ou de la pré-chimie, si je puis dire, d'une chimie pré-moderne, eh bien, alors qu'elle est en train de décliner, alors qu'elle était bien installée au Moyen-Âge, à la Renaissance, alors qu'elle décline au XVIIe siècle, eh bien, de la même manière, elle devient aussi un genre pictural. On se plaît précisément à représenter ce genre de personnage à mi-chemin entre le savant et le charlatan. Vous remarquerez notamment le chapeau, qui en fait n'est pas un chapeau du XVIIe siècle, c'est un chapeau tel qu'on en voit dans les tableaux du XVIe siècle, par exemple chez Bruegel, par exemple chez Holbein. Donc, l'image que vous voyez, c'est une image à la fois réaliste dans son thème, mais en même temps profondément inventée, ce qui a plu à l'artiste ici. Le laboratoire de l'alchimiste, c'est bien sûr le prétexte à représenter une magnifique nature morte de fatras, de livres, de grimoires, de pots, de vaisselles accumulés les uns sur les autres, qui sont en fait pour le plaisir des yeux, pour montrer la virtuosité dans la représentation des matières, la manière dont les pots en céramique vont briller, ces alambics en verre également qui brillent, et puis vous voyez presque une sorte de grande tradition de la virtuosité de la peinture nordique qui est convoquée ici à travers cette image. Vous voyez de la bulle qui se trouve en haut de l'image, qui est suspendue à un crochet et qui est en fait une référence séculaire au fameux miroir des époux Arnolfini que l'on retrouve dans le tableau de Van Eyck, dans lequel l'artiste présente le monde à la manière inversée comme dans un miroir. C'est évidemment en fait une allusion à cette grande tradition que l'on retrouve dans ce tableau de l'alchimiste. Alors là, un tableau très, très joyeux qui s'appelle La source purgative, qui est une scène peut-être bien de thermalisme, comme l'a fait remarquer Thierry Lavabre. Et ce qu'il faut, c'est rappeler cette prégnance de la purge et de la saignée depuis la nuit des temps. C'est-à-dire que il n'y avait que ça. On commençait par ça, et puis voilà. Alors, pourquoi ? Parce que ça tient à ce qu'on appelle la théorie des humeurs. Cette théorie des humeurs, elle a été pensée par Hippocrate, plus exactement même par son genre, mais elle a surtout été diffusée largement à partir de Galien, et ce pendant, ça a duré extrêmement longtemps. De quoi s'agit-il ? Exactement comme vous avez la théorie des 4 éléments d'Empédocle, la terre, l'air, le feu et l'eau, eh bien vous avez les 4 humeurs qui régissent l'individu, c'est-à-dire le sang, la lymphe, la bile et la trabile ou la bile noire. Ce qui nous a quand même laissé 4 tempéraments qu'on utilise encore aujourd'hui, sanguin, lymphatique, bilieux, atrabilaire. Donc vous voyez, c'est quand même quelque chose qui est très important. Et la santé, c'est l'équilibre des humeurs, et la maladie, c'est le déséquilibre des humeurs. Et on pensait qu'on avait toujours des humeurs en trop, et donc la seule façon qu'il y avait de guérir les gens, quand ils étaient malades, c'était de commencer par les saigner et par les purger. Mais, alors vous allez voir, c'est intéressant parce que une femme, par exemple, qui sortait d'un accouchement difficile, où elle avait perdu 2 litres de sang ou 3 litres de sang, eh ben on l'a saignée quand même, parce que c'est un traitement. Et puis on l'a purgée aussi, la pauvre était complètement déshydratée. Et c'est ainsi que, par exemple, cette purge et cette saignée ont failli tuer Louis XIV au siège des Flandres, mais il s'en est sorti parce qu'il avait 18 ans. Mais âgé de 70 ans, en 1799, George Washington, le pauvre, il a passé l'arme à gauche grâce à la saignée et à la purge. Voilà. Alors, la purge, ça urge, comme on dit, et c'est ce qu'on voit dans ce tableau. Lingelbach, donc c'est un artiste d'origine allemande, mais qui reçoit également une formation aux Pays-Bas avant de se rendre à Rome. Et comme vous le voyez ici, le paysage que vous voyez qui accompagne ces personnages, c'est évidemment pas un paysage nordique, ce n'est pas le plat pays, c'est des montagnes, parce que précisément ce paysage s'inspire de la nature telle qu'on peut la voir en Italie, a fortiori avec la présence de ces ruines antiques. Cet artiste, c'est l'occasion pour moi de vous parler très rapidement de ce qu'on appelle les Bandvogels, c'est ce qui veut dire la bande des oiseaux. C'était une confrérie d'artistes originaires des Pays-Bas et des Flandres qui se
rendaient à Rome et, dans un phénomène typique de diaspora, eh bien, vivaient solidairement entre eux, s'assistaient, se secouraient mutuellement et puis surtout se réunissaient pour boire à Rome. Donc il y avait tout un ensemble de rituels, notamment le bain bachique, c'est-à-dire le baptême bachique, c'est-à-dire qu'un nouveau reçu était plongé dans un sarcophage antique représentant Bacchus en bas-relief dans lequel il était baptisé avec du vin. Et donc tous ces artistes, évidemment, avaient des mœurs amusantes et drôlatiques et peignaient des tableaux qu'on appelle des bambochades, qui prennent plaisir justement à mélanger à la fois la truculence typiquement nordique avec des thèmes prosaïques, pour ne pas dire grossiers, comme on le voit ici, avec les paysages majestueux, classiques, et la monumentalité grandiose des ruines antiques, avec vraiment cette idée du passage du temps, qu'autant jadis ici, eh bien, il y avait des Romains, ces personnages incroyables, extraordinaires, qui ont bâti ces architectures monumentales, et que désormais, comme des petits oiseaux qui auraient fait leur nid au milieu des ruines, eh bien, on retrouve ces personnages du quotidien, ces personnages contemporains qui utilisent peut-être un sarcophage antique pour boire et pour se purger. Alors on va passer aux guérisons, c'est-à-dire les guérisons divines et la médecine. Donc je vais vous parler simplement, généralement de ça, et puis Pierre nous commentera les différents tableaux que nous avons répertoriés. Pour dire que, au fond, les liens et la médecine, entre les liens de la médecine et de l'Église, sont complètement imbriqués. Je vous ai dit qu'au début, c'est l'Église qui a formé des médecins pour les ouvrir à la cause scientifique. Donc, il n'y a pas d'incompatibilité entre le divin et la science médicale, du moins jusqu'à ce que le pouvoir royal récupère la tutelle de la médecine. Dans la Bible, et dans l'Ancien comme le Nouveau Testament, il y a une tripotée de guérisons qui sont racontées. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que bien que la science commence à prendre corps dans la faculté à Montpellier, même au XIIIe siècle, il faut savoir que les premiers ouvrages des médecins de Montpellier, c'est-à-dire par exemple l'Idiome médiciné de Bernard de Gordon ou le Bréviaire pratique d'Arnaud de Villeneuve, sont mis sous la protection divine. Confidens de Domino Scientiarum, ça veut dire confiant dans le maître des sciences, dit Gordon, je discute dans le livre des choses utiles au profit des humbles. Et puis évidemment, lorsque le pouvoir royal va récupérer la tutelle, on ne pourra publier qu'après autorisation du roi. Se rappeler aussi que les établissements religieux accueillent les malades depuis le Moyen-Âge et même d'avant. Et la naissance de nos hôpitaux, elle vient bien de ça, parce que c'est du soin qu'il faut apporter au pied du pèlerin et aux pèlerins aussi en général qui s'arrêtent d'étape en étape que sont nés nos premiers hospices. L'histoire de nos hôpitaux, elle est quand même fondée avec ça. Rappelons-nous aussi que jusque dans les années 70, il y a des religieuses dans les établissements publics ou privés. Alors, comme il y a un tableau sur la folie, parce qu'on en voit beaucoup, je veux juste signaler une mention particulière pour l'ordre de Saint-Jean de Dieu, qui s'était un peu spécialisé dans la médecine, enfin, entre guillemets, les établissements psychiatriques, et pas des moindres, puisqu'il gérait Charenton, Senlis, la Salpêtrière, où les aliénés étaient enfermés et placés sous leur protection et leurs soins. Et que les psychiatres, les médecins généralistes, entre guillemets, oui, mais les psychiatres, ils sont rentrés très tardivement, en 1860 seulement, et Pinel, Esquirol, Blanche, etc., n'étaient pas très contents que l'on puisse enfermer les malades comme ça, et il y a toujours eu, les psychiatres pensaient qu'ils faisaient de la science, et que donc l'Église était que c'était une forme de charlatanisme, mais en fait, finalement, ils étaient bien contents qu'on puisse s'occuper de ces malades. Alors, la guérison, elle est toujours, c'est toujours le divin guérisseur, il est toujours présent pour l'épilepsie, pour la folie, c'est pour ça que je viens de vous parler de ça, et puis quand ce qu'on dit le médecin non curator mana humana, c'est-à-dire quand le médecin ne s'occupe plus de la souffrance humaine, et vous verrez, on parlera de ce magnifique tableau de Philippe de Champaigne qui est très très éloquent à ce sujet. Vas-y. Alors ici, en l'occurrence, donc c'est un tableau de notre compatriote Sébastien Bourdon, donc très grand peintre
du mouvement classique français, qui a essaimé son art aussi bien à Rome, à Paris qu'à Stockholm. À Paris, il fait notamment partie des fondateurs de l'Académie royale de peinture et de sculpture en 1648. Et parmi les nombreux genres qu'il a pratiqués, c'est notamment un très grand peintre de scènes religieuses. Alors ici, on a l'illustration donc d'un épisode que l'on retrouve dans l'Évangile selon saint Marc et dans l'Évangile selon saint Luc, où l'on nous raconte que près de Capharnaüm, le Christ donc se retrouve à guérir un personnage qui est possédé, un démoniaque, qui est possédé par un démon. Et puis il y a cette phrase que l'on connaît, notamment au cours de laquelle le Christ, en bon exorciste, en fait, puisque c'est ça que l'on voit dans ce tableau, en bon exorciste, demande au démon qui possède ce personnage malheureux, lui demande son nom, et c'est à ce moment-là que le personnage lui répond, donc, mon nom est Légion, car nous sommes nombreux. Et par la suite, et on le voit dans le tableau, le Christ ordonne au démon de quitter ce malheureux et d'aller dans des pourceaux. Et vous les voyez à gauche de l'image, ces pourceaux qui se précipitent dans le lac de Tibériade. Alors ce qui est intéressant à souligner dans ce tableau, c'est qu'on a à la fois un sujet éminemment surnaturel, une scène d'exorcisme, on nous parle du diable, on nous parle de Dieu, mais vous remarquerez que dans le même temps, on est au XVIIe siècle, donc une période qui est à la fois le siècle de l'éclosion du baroque, bien sûr, mais aussi du classicisme français. Et le classicisme français, on le voit très bien dans ce tableau, rejette la représentation, si je puis dire, surnaturelle du surnaturel. Ce que vous voyez ici, c'est une représentation très rationnelle du surnaturel. Qu'est-ce que l'on voit ici, si ce n'est la puissance du Verbe et l'autorité du Christ, qui d'un mot et d'un geste ordonne au diable, au démon, de quitter ce personnage. Pas de fumée, pas d'ange, pas de nuée, pas de diablotin, simplement l'autorité du Verbe. On a ce même principe dans un très grand artiste de la même période, Eustache Le Sueur, un des grands maîtres du classicisme français également. Un tableau d'ailleurs que j'ai eu le plaisir de permettre son acquisition qui nous a surtout été permise par la fondation d'entreprise du Musée Fabre, je me permets de le rappeler, Max Ponceillet, un tableau magnifique donc qui, de la même manière et sur le même mode, nous représente Saint Paul qui lui alors fait 3 miracles d'un coup avec 2 mains, donc à la fois qui redonne la vie à un bébé, délivre un possédé et redonne la vue à un aveugle. Mais ce qui est très frappant, c'est qu'encore une fois, le guérisseur n'apparaît pas sous la forme d'un charlatan, même pas sous la forme d'un magicien, il apparaît sous la forme d'un orateur qui, dans toute sa majesté, dans sa draperie, avec la force de ses mains, impose cette guérison, convoque l'Esprit Saint et arrive à guérir ses possédés, donc sous le regard surpris de l'empereur Néron. Encore un autre exemple, j'en profite pour le montrer parce que ça nous plonge au cœur de l'actualité du musée. Une esquisse, encore une fois d'un Montpelliérain, Joseph Marivien, le maître de David, l'initiateur du mouvement néoclassique. Une esquisse que nous sommes sur le point d'acquérir au musée Fabre, esquisse préparatoire pour son esquisse préparatoire pour son Grand Prix de Rome, qui lui a permis donc de débuter sa carrière académique et de se former à Rome aux frais du roi. Le sujet cette année au Prix de Rome, c'était David se soumettant à la volonté du Seigneur qui a frappé son royaume de la peste. Alors, un épisode assez méconnu mais assez frappant, puisqu'on nous raconte que le roi David avait voulu recenser sa population, compter tous les... Pardon ? Il en avait compté 800 000. Compter tous les habitants de son royaume, et ça c'est quelque chose que l'Éternel a très mal pris, parce que seul l'Éternel peut dénombrer les âmes. Et donc pour se venger, l'Éternel déchaîne la peste sur le royaume d'Israël. Et donc on voit dans ce tableau, vous voyez l'ange exterminateur qui tient 2 poignards avec lesquels il frappe les malheureux. Et puis à droite, on voit donc au second plan, on voit le roi David qui demande pardon. Et donc l'ange va retenir son bras et la peste va s'arrêter. Vous avez à gauche l'esquisse que le musée Fabre va acheter. Pierre, juste une chose, je précise, petite précision. La peste n'existe pas à ce moment-là. La peste, elle commence avec la première peste, elle date de Justinien, c'est-à-dire du VIe siècle. Tout ce qui est avant, alors on a pu après dire que c'était des pestes, puisque ces tableaux sont du XVIIIe, mais
Tout ce qui est avant, c'est probablement des typhus, on ne sait pas très bien. Mais la peste réelle, ça commence à Justinien. Avant, il n'y a pas de peste. Pardon. Ouais, je t'en prie. Et donc voilà, à gauche, l'esquisse, et à droite, donc le tableau lui-même, qui a valu le prix de Rome à Vien et qui est aujourd'hui conservé à l'École des Beaux-Arts à Paris. Alors là... Donc non, je vais laisser commenter ce tableau parce qu'on va, c'est pas la peine qu'on parle à deux dessus, il fera mieux que moi. Mais c'est surtout la légende qui est sublime, vous allez voir. Non mais je t'en prie, tu peux parler. Oui. Non, ce qui est de merveilleux dans ce tableau, qui est très très émouvant, c'est que vous voyez donc au Christ, je ne sais plus comment c'est, Salmézade et décor, et surtout ce qu'il dit, c'est que, enfin je ne me souviens plus vraiment du texte, c'est-à-dire qu'il dit que les médecins, donc c'est la Sainte Catherine, la sœur Catherine qui est la fille de Philippe de Champaigne, qui a été malade, et puis finalement les médecins l'ont abandonnée. Et quand les médecins l'ont abandonnée, elle s'est réfugiée entre guillemets chez sœur Agnès, qui a pu la guérir. Mais cette histoire des médecins qui l'avaient abandonnée, mais c'est monstrueux parce que ça veut donc dire que c'était quelque chose d'assez commun et d'assez banal que les médecins abandonnent leurs patients et leurs malades, c'est plutôt le terme qu'il faut consacrer. Et donc, je trouve que c'est très, très émouvant d'avoir cette espèce de témoignage. Au fond, si elle s'est mise dans les bras de sœur Agnès, c'est pas du tout parce qu'elle croyait, elle avait vu elle avait été, je sais pas quoi, elle était prise d'illusion. Non, c'est parce que les médecins l'avaient abandonnée. Je vous fais remarquer que c'est une tendance qui se poursuit encore aujourd'hui. Et il y a beaucoup de malades dans les familles qui ont fait l'expérience, de médecins qui leur disent « Écoutez, je ne peux plus rien pour vous, rentrez chez vous et démerdez-vous avec la cuisinière pour avoir des recettes. » Et donc, voilà. Mais c'est quelque chose qui existait déjà et qui n'est pas à l'honneur de la médecine. Mais le tableau est sublime. Le tableau, d'ailleurs, qui est très frappant, qui est évidemment très célèbre, et simplement ce que je voudrais vous souligner, vous pointer du doigt, c'est combien ce tableau s'inscrit dans une démarche non artistique, je dirais même anti-artistique, en fait. Vous voyez que c'est un tableau d'un extrême dénuement, un tableau qui ne cherche pas à plaire, avec un coloris extrêmement ascétique, extrêmement, c'est le cas de le dire, janséniste, puisque il souligne en fait, bien sûr, il met en scène l'adhésion de la fille du peintre et évidemment donc du peintre lui-même à ce courant de la pensée religieuse chrétienne du XVIIe siècle, un tableau anti-artistique puisque il porte ce nom, qui est un nom que les historiens de l'art lui ont donné rétrospectivement, mais qui est très juste, d'ex voto. C'est un cadeau, c'est un don, c'est un remerciement, c'est une illustration, mais ce n'est pas une œuvre d'art, avec notamment cet élément qui est très frappant, cet archaïsme délibéré, en fait, d'écrire, de faire parler le tableau avec ce texte qui est intégré au tableau, qui en brise finalement le réalisme. Quand on écrit sur l'image, on brise finalement l'illusion du réel, mais dans le même temps, on ne fait que de refonder, de ressouligner, de réactualiser le souvenir de cette guérison miraculeuse qui, dans le même temps, vous le voyez, le miracle est représenté de la version la plus pudique, de la manière la plus pudique qui soit, avec simplement la présence de cette lumière surnaturelle. Et en même temps, c'est un tableau qui est très impressionnant parce qu'il est presque à échelle. Absolument. Il fait 160 sur 3,20 m ou quelque chose comme ça. Donc c'est vraiment... Quand on voit ça, on est scotché, quoi. Voilà. Alors, nous allons passer à l'anatomie. Deux choses particulières pour l'essor de l'anatomie. Très, très frappantes. Au fond, tous les grands traités d'anatomie, ils sortent tous autour des années 1550. 1541 ou 43, je ne sais plus, pour Vézal, 1550 pour Valverde, 1560 pour Charles Estienne. C'est-à-dire qu'ils sortent en même temps et
Et ce qu'il y a de très remarquable, c'est qu'ils sortent en même temps, mais dans toute l'Europe. C'est pas seulement une école qui est quelque part. Vesal, il est hollandais, Valverde, il est espagnol, Charles Estienne, il est français. Et puis il y en a d'autres aussi, des anatomistes. Je donne les plus célèbres. Donc c'est assez remarquable. En même temps, c'est dans toute l'Europe, et en même temps, c'est une période bien particulière. Mais pourquoi c'est à cette période particulière ? Parce que c'est cette période de la Renaissance. Et cette période de la Renaissance, pour l'anatomie, on peut lui distinguer deux choses. La première, c'est que la Renaissance, qui est née plus tôt, au milieu du XVe siècle, dans les années 1430-1450, c'est avant tout un retour à l'antique. Mais donc on relit, on ressort les vieilles architectures, on relit les vieux textes des philosophes classiques, etc. Mais c'est en même temps un moment où on va s'émanciper du carcan, entre guillemets, religieux. Non pas qu'on ne croit plus, c'est pas du tout ça. C'est qu'on se met à se tourner vers autre chose. Et se tourner vers autre chose, c'est se tourner vers la nature. Et c'est comme ça qu'apparaissent que le mouvement naturaliste se développe. Et qu'est-ce que c'est que le mouvement naturaliste ? La nature du dedans, c'est l'anatomie, et la nature du dehors, c'est la zoologie et c'est la botanique. Ça, c'est la première chose. C'est un contexte très, très particulier. Celui qui va l'illustrer parfaitement, par exemple, à Montpellier, c'est Rondelet. La deuxième chose, c'est que s'il n'y a pas d'illustrateur, il n'y a pas de possibilité de faire que l'anatomie puisse se diffuser. Et il y a une chose qui est très particulière à cette période de la Renaissance, c'est qu'on va théoriser la perspective de façon rationnelle et géométrique. Donc le premier traité de perspective, il est publié en 1431 par un artiste qui s'appelle Alberti, et qui va donc théoriser l'usage de la perspective. Et cet usage de la perspective, elle va pouvoir mettre en scène, comme ici par exemple ce squelette pensant qui est dans une espèce de nature, on va pouvoir, s'il n'y avait pas ces trois dimensions, les tableaux seraient fades, tandis que là, ils prennent tout d'un coup une expression qui est presque naturelle, ils sont presque vivants au fond, et donc les anatomistes sont allés chercher des illustrateurs. Comment il s'appelle ? Vesal est allé chercher Jan Kalkar, qui était un élève du Titien. Donc c'est quand même pas rien du tout. Et c'est vrai que quand on voit cette espèce de squelette pensant, on se demande pourquoi est-ce que les metteurs en scène d'aujourd'hui ne se sont pas encore appropriés ce squelette penseur pour évoquer un Hamlet, parce qu'on a vraiment l'impression qu'on est là-dedans. Tu peux me mettre la suivante ? Non, la suivante encore. Celle où il y a Charles... Non, et encore. Ah bon, elle a disparu. Celle où il y avait Charles Estienne. Bon, c'est pas grave. Ah. Non. Bon, et d'autres, c'est pas grave. C'était pour montrer les illustrations. Alors, Thierry nous parlera un peu plus de l'anatomie dans son enseignement par le dessin. Mais voilà ce que je voulais dire à propos de l'essor de l'anatomie. Encore une fois, pas d'illustrateur, pas de diffusion de l'anatomie. Alors bien sûr, cette conquête de l'illustration qui va de pair avec l'anatomie, réciproquement évidemment, elle apporte également un essor et une transformation radicale dans la manière dont on perçoit et du coup on représente le corps humain chez les artistes. Et un artiste comme Michel-Ange, j'ai presque envie de parler d'un enthousiasme scientiste, d'un enthousiasme anatomique dans ces représentations tellement savantes et tellement détaillées de la musculature humaine. Alors, au musée Fabre, on a la chance d'en avoir un témoignage très fort qui est donc cette copie de la fresque du Jugement dernier que Michel-Ange exécute au début des années 1540 pour achever le décor de la chapelle Sixtine, et donc dont on possède une copie qui est très ancienne, comme vous le voyez, 1570, par un artiste quasiment inconnu, un Orléanais qui travaillait à Rome, qui s'appelle Robert Le Voyer, et son intérêt, c'est qu'elle nous donne une image de la fresque du Jugement dernier
avant que ne soit ordonné à des artistes de placer des cache-sexes et de recouvrir les nudités excessives qui étaient celles des différents personnages. Donc vous avez un témoignage en fait à travers cette peinture de ce à quoi pouvait ressembler la vraie fresque de la chapelle Sixtine. Donc, je vous invite à venir au musée Fabre et vous jugerez par vous-même s'il fallait pas mieux mettre quelques braguettes, comme on dit en italien. Ce qui est frappant, c'est de voir que Michel-Ange, qui a assisté, mais même pratiqué lui-même des dissections, sollicite donc ces musculatures au service, bien sûr, d'une pensée artistique et notamment de sa quête éperdue d'une expressivité extrêmement radicale. Représenter l'anatomie et bien sûr représenter du coup le mouvement, ou du moins le suggérer le mouvement à travers des poses très complexes et suggérer le caractère colossal et monumental de ces figures de saints qui assistent à rien de moins qu'au jugement dernier. Évidemment, ce n'est pas des choses qu'on représente avec des personnages maigrichons dans l'esprit de Michel-Ange, mais au contraire avec des personnages absolument colossaux. Donc on voit que la pensée et la singularité extraordinaire de Michel-Ange, eh bien, elle ne serait rien précisément sans un socle anatomique savant, absolument décisif. Un mot peut-être quand même, Étienne, sur... Alors non, ce qu'il y a, c'est que vous voyez... voilà, donc c'est très bien, il est mis en cartouche. Vous voyez en cartouche cette espèce de peau comme ça, de type qui est réduit et qui est disséqué. Eh bien, c'est une figure qui est très classique, parce que vous voyez que Juan Valverde, l'anatomiste, toujours dans ce but de rendre les choses un peu, de leur enlever ce côté austère, c'est quand même pas drôle des cadavres, eh bien il va va se fiche de lui-même, il va se représenter en anatomiseur, anatomisé. Voilà. Et c'est exactement ce que vous avez sur ce petit cartouche qui est là, ça représente exactement la même chose. Voilà, il s'agit en fait de Saint Barthélemy, oui. voilà, dont le martyr était donc d'avoir été écorché vif. Et donc, comme vous le savez, dans le catéchisme de l'Église catholique, donc on nous dit qu'au moment du jugement dernier, a lieu la résurrection de la chair. Donc les personnages ce ne sont pas des âmes qui sont autour du Christ, ce sont des personnages de chair, mais avec leur corps glorieux. Et donc c'est très frappant de voir Saint Barthélemy revêtu de son corps glorieux, mais qui vous montre sa peau mortelle, qui a été donc l'objet de son supplice. Alors, évidemment, par la suite, dans une logique que j'ai vraiment envie de qualifier de scientiste, eh bien, on va voir cet enthousiasme scientifique se développer au XVIe, XVIIe, XVIIIe siècle, et on va avoir de manière tout à fait, organisée, la rencontre entre l'art et l'anatomie, qui fait partie en fait du cursus académique tel qu'il se développe, tel qu'il s'organise dans les écoles gratuites de dessin et bien sûr dans les académies royales, dans toutes les capitales des différents royaumes d'Europe. Les choses deviennent vraiment codifiées et assister à des séances de dissection, ça fait partie du cursus des jeunes artistes. On sait par exemple que à l'école gratuite de dessin de Montpellier, dans les années 1780, eh bien, les jeunes artistes qui fréquentaient cette école pouvaient, une fois par semaine, suivre des cours de médecine et des cours d'anatomie. Donc c'était tout à fait codifié. Alors, une des manifestations les plus spectaculaires de ce point de dialogue, j'insiste là-dessus, indissociable en fait, entre art et science, eh bien, c'est ce chef-d'œuvre de Jean-Antoine Houdon, qui est l'Écorché. C'est un modèle qu'il a développé d'abord à Rome, en préparation d'une sculpture qui représentait Saint Jean-Baptiste, qu'il a d'abord représenté sous la forme d'un écorché, et cette sculpture a été tellement populaire, a eu tellement de succès, qu'on a décidé que désormais il devait y avoir à l'Académie de France à Rome, en permanence, l'écorché de Houdon, que devraient copier les jeunes gens, les jeunes artistes. Et par la suite, eh bien, Houdon en a réalisé des moulages, en a réalisé des répliques, et cet écorché, ce modèle s'est diffusé à travers toute l'Europe, et on en retrouvait dans les académies et dans les écoles de dessin. À Montpellier, on a la chance d'avoir conservé ce plâtre que Houdon a vendu
aux animateurs de l'école gratuite de dessin de Montpellier en 1778. Et sachez que c'est devant cette sculpture que le jeune François-Xavier Fabre, jeune adolescent, a reçu ses premières leçons de dessin. Alors ce plâtre, par la suite, a une histoire assez complexe, et de toute évidence, il a dû passer du côté du côté de la faculté de médecine, et il a dû servir en fait à des leçons, puisqu'on retrouve des inscriptions en fait qui ont été gardées au moment de la restauration de l'œuvre. L'œuvre a été restaurée en 2014 pour être montrée en salle au musée Fabre, et on voit que les muscles en fait ont été dénominés sur la surface même du plâtre au crayon. Alors, cette pratique de l'anatomie, ensuite, elle était évaluée, bien sûr, chez ces jeunes artistes, chez ces jeunes aspirants, et Fabre lui-même nous en a laissé de très beaux témoignages dans notre musée, à travers donc ces dessins, ces peintures qui sont des exercices, en fait, que le jeune homme devait réaliser pendant son séjour à l'Académie de France à Rome. Donc, en fait, si vous voulez, chaque année, les pensionnaires du roi devaient réaliser un tableau dans lequel ils donnaient l'exemple, la manifestation de leur maîtrise parfaite de l'académie. Donc c'est vraiment des exercices, et de l'anatomie, excusez-moi. Et ces peintures, on les a appelées, donc par facilité de langage, on appelle ça des académies d'hommes, des académies de femmes, des académies d'hommes nus. Donc ici, c'est vraiment un exercice, une démonstration. Et évidemment, le modèle est maquillé en soldat romain, il devait s'appuyer sur un bâton, ce bâton est transformé en lance, etc., etc. Mais ce qui est intéressant en même temps pour modérer mon propos sur ce scientisme des artistes, c'est d'avoir également à l'esprit que dans l'esprit des artistes, on étudie la nature, on étudie l'anatomie, mais on a le devoir dans le même temps de la corriger, c'est-à-dire d'en retenir l'essentiel, d'en retenir le plus beau. C'est ce qu'on appelle la doctrine de la belle nature. Et ça, c'est ce que les artistes parvenaient à atteindre, à la fois en observant le réel, mais dans le même temps en s'imprégnant des grands chefs-d'œuvre des grands maîtres, à la fois de l'antique et également des chefs-d'œuvre de l'art moderne, de Léonard, de Raphaël, de Michel-Ange. Alors voici un exemple très parlant où vous voyez que ce n'est pas seulement des leçons d'anatomie et de dissection qui ont permis à Fabre de peindre son tableau, c'est également le modèle d'une des sculptures antiques les plus célèbres, le torse du Belvédère, que l'on peut voir encore aujourd'hui au musée du Vatican, qui, comme vous le voyez, a été une source d'inspiration littérale. Pour résumer cette idée, j'ai vraiment envie de reprendre cette phrase très belle de Diderot, de l'époque des Lumières, qui nous dit, au sujet des artistes, que l'antique apprend à regarder la nature. Alors, nous passons aux malades et aux maladies. Il y a en fait assez peu de représentations des malades, des maladies et même des médecins, sauf dans les scènes flamandes qui représentent la vie de tous les jours. Il n'y en a pas énormément. On a retenu quand même ce tableau de Sainte Marie l'Égyptienne qui est au musée Fabre, qui est une mystique, qui montre son ascèse, mais elle n'est pas autant décharnée que le serait vraiment une anorexique profonde. On peut aussi rapprocher de ça, bien sûr, des mystiques, il y en a plein. Il y a Sainte Thérèse d'Avila, il y a Sainte Catherine de Sienne, et puis il y a aussi Saint Jérôme, quand on est au désert à Chalkis, qui peut s'y rapprocher. Alors ces mystiques, bien sûr, qu'est-ce qu'elles font? Elles abandonnent la nourriture terrestre pour se cantonner dans le jeûne et à n'avoir accès qu'aux seules nourritures spirituelles. Et elles pensent ainsi, par des effets qui sont visibles, parce que ces corps décharnés, quand même, ils sont visibles, elles pensent aussi à accéder à une espèce de statut hagiographique. Et ce qui est intéressant de remarquer, au dire des psychiatres, c'est que le processus de déconnexion au monde des anorexiques, c'est-à-dire cette perte de féminité, cette perte de gravidité, est sensiblement le même dans l'anorexie religieuse et dans l'anorexie mentale. En quelque sorte, c'est une espèce d'ascèse, mais une ascèse de compétition. C'est assez solide, où on cherche un podium. Et quand on cherche un podium, c'est parce qu'on a envie d'être regardé. Et d'ailleurs, si ces mystiques n'avaient pas envie d'être regardés, on ne les aurait jamais représentés non plus.
Alors ce tableau de Ribera qui nous montre donc la mystique Sainte Marie l'Égyptienne, donc personnage des premiers siècles du christianisme, qui, ancienne prostituée, s'est par la suite tournée vers Dieu et s'est repentie dans le désert pendant 45 ans. Ce qui est frappant chez Ribera, c'est que c'est vraiment l'artiste, j'ai envie de dire, de la crudité et des valeurs tactiles de la peinture. Là aussi, c'est quelque chose à voir en vrai, comme on dit, au musée. C'est un artiste d'origine espagnole, comme son nom l'indique bien, qui a mené l'essentiel de sa carrière à Naples et qui, dans le sillage de Caravage, donc, a représenté des personnages de saints, des personnages de mystiques, en insistant notamment dans sa manière d'user de la peinture sur les rides, sur les plis, sur le caractère donc décharné. Je vous invite vraiment à regarder notamment ses mains qui sont absolument magnifiques. Et ce que je trouve vraiment le plus beau, c'est cette aisselle sublime pleine de petites rides que l'on voit vraiment gravée presque dans la peinture elle-même. C'est un tableau absolument saisissant, bouleversant, qui a fait dire à Stendhal, quand il l'a vu, qu'il représentait donc cette Sainte Marie l'Égyptienne, affreuse, horrible, d'autant plus horrible qu'on voit qu'elle a été belle. Alors, il faut qu'on accélère un peu. Juste un mot pour ce paralytique de Greuze qui est magnifique, pour dire que, au fond, c'est intéressant pour les médecins parce que l'empathie que doit avoir un médecin pour son malade, c'est une chose qui est très récente. Au XVIIIe siècle, par exemple, si vous regardez, vous prenez les livres, vous prenez n'importe qui, vous lisez, souvent dans les livres, il y a des observations. On dit, voilà, j'ai traité... alors évidemment, il y a la douleur, ça c'est clair. Mais pour le reste, il n'y a aucune espèce d'empathie du malade, il n'y a rien du tout. Et il y en a tellement peu qu'on se dit que s'ils en avaient eu un peu, peut-être que quand le malade aurait guéri, et c'était peut-être parce que la médecine était en échec permanent, qu'on guérissait très très peu, ils auraient bien porté au public de savoir comment était l'état d'avant et comment était l'état de maintenant. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup de... C'est quelque chose qui n'existe pas. Et donc, pourtant, la souffrance, elle existe. C'est quelque chose qui existe parce qu'on voit très bien dans ce paralytique que toute la souffrance du monde est sur lui, quoi. Il est les traits tirés, il a la fourchette sternale complètement... déprimé, parce qu'il est maigre, parce qu'il doit avoir du mal à respirer, et surtout le regard, quoi. Le regard, il n'y a pas besoin d'être médecin pour comprendre ce qu'est que la souffrance de quelqu'un. Voilà. Et d'ailleurs, pour aller dans ton sens, Étienne, ce qui est frappant, donc le tableau du musée Fabre est une étude préparatoire assez monumentale. La tête est grandeur nature. Elle est même plus que nature, donc c'est un tableau très frappant. Et comme vous le voyez d'ailleurs, ce n'est pas avec agitation, ce n'est pas un médecin qu'accueille ce pauvre malade, mais c'est une dame de charité. Donc vous voyez une élégante qui conduit sa fille et qui lui montre qu'il faut donner la bourse, une bourse d'argent. On est dans un hôpital, on voit d'ailleurs, encore une fois, pour aller dans ton sens, on voit une sœur, d'ailleurs, qui conduit cette dame et sa fille, qui vient donc porter assistance à un malade, puisque, évidemment, c'est quand le père de famille ne peut plus travailler, la famille est ruinée. Alors voilà, donc effectivement, un tableau qu'on a voulu intégrer, puisque même son titre nous y invitait, Fragment anatomique, simplement pour vous dire que ce curieux tableau de Géricault, c'est un tableau que Géricault n'a jamais montré à personne, déjà pour le situer, puisque ce tableau, il fait son apparition dans l'inventaire après décès de l'artiste. C'est un tableau qui était dans l'atelier et que l'artiste avait gardé pour lui. Et donc, on s'est demandé avec Étienne, qu'est-ce qu'on pouvait en dire ? Je sais pas, on a regardé aussi avec Thierry, c'est difficile parce que ce ne sont pas des pièces anatomiques, parce qu'autrement il y aurait une préparation qui serait plus... les pièces anatomiques, elles sont préparées, c'est pas des morceaux de barbac qu'on laisse comme ça. Deuxièmement, si c'est des pièces de gens qui ont été décharnés, qui ont été maltraités, ça semble pas tellement le cas, parce que ça saignerait plus...
Moi, je sais pas vraiment ce à quoi ça correspond. Est-ce que c'est purement fictif? Est-ce que c'est purement imaginaire? On a dit que c'était fait pour le radeau de la Méduse, mais on ne voit pas de ça sur le radeau de la Méduse, je sais pas. Alors ce qui est intéressant, comme vous le voyez aussi, c'est que cette espèce de bouquet de viande humaine composé par l'artiste a été étudié selon différents points de vue. Dans les deux tableaux que vous voyez ici, ce sont 2 points de vue sur cette même cette charmante composition bouchère. Effectivement, chronologiquement, visiblement, c'est alors qu'il préparait le radeau de la Méduse que Géricault a peint ces études extrêmement inquiétantes, mais en même temps, on n'en retrouve pas le détail dans la composition générale. Alors que faut-il en penser? S'agissait-il d'une manière de s'imprégner de l'horreur, de se mettre dans une disposition artistique propre à peindre l'horrible? C'est peut-être comme ça qu'il faut comprendre. C'est peut-être ici, ce qu'on a sous les yeux, peut-être un assemblage, une hypothèse qui a été peu dite, c'est peut-être un assemblage de moulages en plâtre, en fait, de parties du corps humain que les artistes avaient souvent dans leurs ateliers, que Géricault aurait maquillé en chair humaine purulente pour, selon, vous savez, ce grand principe de la peinture romantique qui faisait dire aux classiques que selon les romantiques, rien n'est beau que le lait. Et puis j'en profite aussi pour vous montrer cette œuvre qui est très peu connue du musée Fabre, qui a été jusqu'à présent très peu montrée, qu'on devrait exposer prochainement, un moulage en plâtre du masque mortuaire de Géricault. Il en existe quelques exemplaires au musée de Reims, au musée de Rouen en bronze. Nous en avons également un qui vient de la collection d'Alfred Bruyas. Lorsque Géricault meurt, en fait il meurt donc très jeune, il meurt très jeune, et à la suite donc à la fois donc, d'un accident de cheval, Géricault était passionné d'équitation et tombait régulièrement de cheval, et là il a eu une chute particulièrement malheureuse, mais dans le même temps il était rongé par des maladies sexuelles, donc voilà, il aimait trop faire l'amour et faire du cheval, donc vraiment un romantique, n'est-ce pas? Et donc son agonie a été particulièrement abominable, puisque son corps s'est complètement transformé, et on a voulu voir dans son cadavre même l'image d'une tête de cheval, en fait, précisément, comme s'il était revenu à son essence première. Et les artistes se plaisaient d'avoir dans leurs ateliers, les artistes romantiques, cette image d'une sorte de nouveau Christ, de nouveau sacrifié, non pas cette fois-ci pour le salut de l'humanité, mais pour la grandeur de l'art et pour la peinture, une sorte de martyr des temps modernes. Alors on va avancer. Pour le choléra, juste une chose, le choléra en France arrive en 1832. Donc ça, c'est un tableau qui est... Et puis après, ça ne s'est jamais arrêté. Je ne commente pas, je vous dis simplement que la plus belle description du choléra, c'est pas un médecin qui l'a faite, c'est un écrivain, c'est Giono. Et dans le Hussard sur le toit, vous verrez que Giono est un très grand clinicien, un très grand épidémiologiste. Voilà, c'est tout ce que je dis sur ce tableau. Il faut qu'on accélère. Ouais, c'est simplement l'occasion, aussi pour vous montrer ce tableau qu'on montre de temps en temps, qui est actuellement pas en salle par exemple, mais c'est un magnifique tableau d'un très grand artiste, un peu méconnu, Émile Loubon, qui est un des plus grands représentants de l'école de peinture marseillaise. Vous pouvez le voir aux Beaux-Arts de Marseille, au musée Granet à Aix-en-Provence, et il a représenté ici de manière, je dois dire, assez saisissante tout de même, ce mouvement de personnages populaires, de paysans, qui sont en train de fuir la campagne autour de Marseille. Et voilà, pour finir, le tableau d'Alphonse Leroy, qui était un gynécologue, 1742-1816, et qui aurait pu être plus connu parce qu'il était contemporain de Baudeloc, qui a laissé son nom à une maternité parisienne, tandis que Leroy avait un caractère de cochon, et donc il s'est un peu disputé avec tout le monde. Mais il est remarquable par 2 choses. C'est le premier qui a décrit, pendant l'accouchement, le fait qu'on pouvait couper la symphyse pubienne, c'est-à-dire ce qui rejoint les 2 os du pubis et qui s'ouvre un peu pendant l'accouchement. Et si ça passe pas, on peut couper ça, c'est assez facile, et on pourra comme ça sortir le bébé. La deuxième chose, et il décrit une observation, et là aussi sans empathie, ça dure 3 mois pour que la femme se remette tout de même. La deuxième chose, c'est que c'est un protopédiatre. C'est-à-dire qu'il s'est beaucoup intéressé à l'avenir des enfants en disant qu'il fallait que les enfants soient suivis
par les médecins. Parce qu'il dit qu'il y a une telle mortalité infantile, et puis de ceux qui restent, il n'y en a pas 1 sur 20 qui arrivent en bonne santé à l'âge adulte. Il faut s'occuper des enfants avec les médecins, et il faut que les mères arrêtent de donner les enfants à leur nourrice et qu'elles s'en occupent elles-mêmes. Alors, comment justement montrer ce personnage, ce savant, cet homme du progrès, dans les codes de la peinture? Eh bien, c'est à ce défi que s'est confronté donc David, qui est l'auteur de ce portrait magnifique. Ce qui est intéressant, c'est d'analyser un petit peu tous les attributs qui sont maquillés, qui sont presque cachés, j'ai envie de dire, tellement cette image semble naturelle et évidente, à travers ce portrait. Alors vous remarquerez tout d'abord que ce médecin, il est revêtu d'une robe de chambre et il porte un turban. Donc ça, ce sont vraiment des tenues d'intérieur. Et au XVIIIe siècle, eh bien, c'était l'usage en fait de considérer que la robe de chambre, c'est la tenue, c'est la toge du philosophe des Lumières. C'est l'idée de s'habiller de manière relâchée, détendue, décontractée. Et cette décontraction, qui est une décontraction quand même de haut niveau, parce que vous voyez que la robe de chambre est quand même sublime, eh bien c'était une manière de montrer son indépendance d'esprit et qu'on dédiait sa vie à la science et non pas à des usages de coquetterie. D'autre part, évidemment, ce regard qui regarde vers le lointain, mais ça donne aussi cette profondeur scientifique. Le personnage a le coude appuyé sur l'ouvrage des maladies des femmes d'Hippocrate. Il est en train d'écrire. Vous voyez également que l'artiste a très bien maquillé le fait que ce médecin était manchot. Vous voyez qu'il lui manque une main. Les historiens de l'art ont l'habitude de considérer que c'est sans doute à la suite d'une opération que ce personnage a dû s'infecter et a dû être amputé. Et puis d'autre part, on a à gauche donc une lampe très moderne, une lampe à quinquet. Et ce que je trouve amusant, c'est précisément de souligner que c'est à la fois une manière très moderne de réactualiser une iconographie très classique, puisque selon dans les codes, dans le langage de la Renaissance, de l'iconographie, eh bien l'étude, vous voyez, elle est représentée sous la forme d'une femme en train d'écrire près d'une lampe. Eh bien, pour représenter finalement cette idée de la lumière du savoir, eh bien, David n'a pas utilisé une bougie, une simple bougie, il a utilisé une lampe des plus modernes, comme aujourd'hui, finalement, quand on représente dans une bande dessinée, par exemple, un personnage qui a une idée, on ne montre pas une bougie, on montre une lampe électrique. Et c'est exactement le même principe. Moi, je ne dirais rien, c'est le frère de Fabre, mais ce que je sais, c'est qu'il faut passer la parole à Thierry. Voilà, très, très rapidement. Je trouvais également amusant de vous signaler, ça c'est quelque chose qui est méconnu, que le frère même de François-Xavier Fabre était lui-même médecin, diplômé de la faculté de médecine de Montpellier, et comme Étienne, il était spécialiste en urologie. Non, il a fait une thèse sur l'urologie que je n'ai pas retrouvée. On va laisser la place à Thierry. Alors, vous avez vu donc une petite partie de ce que la médecine peut amener à l'art. On va avoir quelques aperçus de ce que l'art peut amener à la médecine, vu par le biais de la collection Atget. Et je voudrais associer à ce que je vais vous dire Hélène Laure-Blanchet, qui a été pendant longtemps conservatrice du musée Atget, et qui est membre correspondante de notre académie et avec laquelle donc j'avais pas mal travaillé et publié un certain nombre de choses, et donc j'ai réutilisé aussi un certain nombre de travaux communs, donc je voulais l'y associer. Alors qui est Xavier Atget? Bien, Xavier Atget est né en 1768 dans la bonne société montpelliéraine. Il va étudier chez les Jésuites, donc dans l'actuel musée Fabre. Et il va côtoyer donc toute l'élite montpelliéraine qui sera finalement aux commandes, aux manettes, notamment de la médecine montpelliéraine, à la charnière donc de l'Empire et de la Restauration. Il est, pendant la Révolution, c'est un petit peu déplaisant, il est secrétaire du comité de vigilance, c'est-à-dire c'est celui qui est chargé de débusquer tous les suspects. Alors, est-ce qu'il a été là pour justement masquer des choses? On ne sait pas trop. Toujours est-il qu'en 1802, il monte à Paris. Il va être dans l'administration des contributions. Il sera vérificateur dans l'administration des contributions indirectes. Il sera inspecteur des impôts, si vous voulez.
Et il va, pendant 20 ans, donc, se constituer une collection extraordinaire. Alors, comment a-t-il fait avec des émoluments qui n'étaient quand même pas mirifiques? Eh bien, il a vraisemblablement profité du fait qu'il s'est passionné pour le dessin, qui est quand même relativement meilleur marché que la peinture, que les tarifs du marché de l'art n'étaient pas ceux qui sont aujourd'hui, et que aussi, à cette époque-là, il a fallu recycler pas mal de pièces d'origine un peu douteuse, de vols, de spoliations diverses et variées, et que ceci donc lui a permis de constituer une collection fabuleuse, puisqu'il va faire 3 donations à la faculté de médecine, la première en 1813, la dernière en 1830, peu de temps avant de mourir, et qu'à la faculté de médecine, il va donner 1000 dessins, et ce ne serait qu'à peu près le tiers de ce qu'il avait. Il revient à Montpellier en 1823-22. Il va vivre ces 10 dernières années dans son appartement de la rue du Canot, au milieu de ses collections. Il meurt célibataire et malheureusement, ses neveux et nièces vont vendre les 2 tiers de sa collection, aux grandes dames, bien entendu, de la faculté de médecine. Et ce goût pour l'art, il le cultive, et notamment, il écrira un opuscule très, très intéressant sur les avantages de l'esprit d'observation dans les sciences et les arts. Et notamment, il va essayer de dénoncer un certain nombre de lois physiologiques, et par exemple celle-ci, qui dit que la longueur du nez est corrélée à la longévité. Alors quand je lis Xavier Adger, que je me regarde dans la glace, je me dis que j'ai peut-être de la chance, et il va mettre 20 pages à démontrer que, et vous avez la fin de cette liste, eh bien, le cardinal de Bellois, le premier cardinal archevêque de Paris, juste après donc le Concordat, meurt à 98 ans en 1808. Et Lorda, finalement, va se trouver en symbiose d'idées avec un autre personnage très intéressant qui est Jacques Lorda, qui est l'héritier de Barthès. Vous savez, Barthès, c'est celui qui a été le pape, si on peut dire, du vitalisme, du principe vital. Et Lorda va poursuivre cette idée en disant mais finalement, l'homme est l'association d'un agrégat matériel, d'un principe vital et d'une âme pensante. Et c'est l'alliance des trois qu'il faut voir. Alors Lorda, vous le voyez, il a vécu 97 ans. Vous avez au milieu un très beau médaillon de David d'Angers qui le représente. Et puis vous voyez que, petit clin d'œil, peut-être qu'il vérifie ce que Xavier Adger disait, puisqu'il a un nez qui est bien proportionné, dirons-nous. Et puis vous le voyez donc dans tous ses états, dans tous ses âges, il a adoré se faire portraiturer tout au long de sa vie. Et ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est qu'il a écrit cet essai sur l'iconologie médicale ou sur les rapports d'utilité qui existent entre l'art du dessin et l'étude de la médecine. En effet, dans cet ouvrage, qui comporte 4 parties, ces 4 parties sont tout à fait logiques. Le dessin est utile pour former l'attention de l'étudiant. Deuxièmement, pour apprendre le corps. Troisièmement, pour apprendre ce qu'il appelle la biographie, c'est-à-dire la physiologie, c'est-à-dire le principe vital, si vous voulez. Et puis, 4e partie, pour apprendre les maladies. Et on en redira un mot dans un instant. Alors, comme Adger, Lorda dit, le dessin, c'est quelque chose, c'est un outil pédagogique qui est absolument essentiel, parce que c'est un peu une forme janséniste de l'art. Et on le voit très bien sur ce dessin, c'est le trait de plume qui évoque toute une infinité de réflexions, de positions, etc. Vous le voyez aussi dans ce Pirulo del Vaga, qui représente David, vainqueur de Goliath. Il y a quelques traits de plume et qui évoquent, qui créent tout un monde. Mais aussi, le dessin permet à l'étudiant de se plonger dans le macrocosme, de voir, d'observer, de réfléchir. Vous avez ici une tempête de Pierre Puget, ou par exemple de Fragonard, la première cascatelle de Tivoli, et qui évidemment est de toute grâce et de finesse. Alors le corps, eh bien à tout seigneur, tout honneur, vous avez bien sûr aussi quelque chose qui doit vous rappeler ce que vous venez de voir il y a quelques instants, une académie d'Hométie de Fabre, et en regard de Bestieux, un dos et une nuque, et il est marqué d'après le cadavre, pour bien montrer qu'on est sur une symbiose, une proximité extrêmement raffinée. Et il y a quelques académies de grande valeur, par exemple Jean de Troyes avec un homme assis de face, avec une représentation de Bacchus. Mais on n'a pas le temps de tout détailler. Ce magnifique portrait, cette magnifique académie de dos de Natoire, qui a fait d'ailleurs la couverture de la revue Académos en 2015. Il y a peu de femmes, et pourtant, vous avez de Bouchardon ici, une femme allongée qui s'appuie sur une urne. Et puis, vous avez aussi une
tradition de dessiner d'abord des corps avant de penser à un tableau complet. Vous avez ici, donc, de Vincent Zeuxis choisissant un modèle parmi les filles de Crotone. Alors, on peut penser qu'à l'original, ça ne se passait pas dans cette tenue-là, sinon ça aurait pu amener quelques incidents. Alors, on a vu le corps, la biographie, la physiologie. Eh bien, le corps lui-même, il peut être un corps en mouvement, avec cet homme assis, bras levés. Et puis, de Pierre Puget, donc marseillais, et puis Milan de Crotone, dévoré par un lion. Vous savez, ce Milan de Crotone qui a la main bloquée dans un tronc d'arbre, et ce lion qui vient le déchirer. Et mon collègue Gérald Schank, anesthésiste réanimateur, quand il s'agit de traiter de la douleur, montre à ses étudiants la tête de Milan pour dire, ben voilà, vous avez un peu l'incarnation, la séméologie de ce que peut être la douleur. Mais le mouvement, vous avez de Rubens cette Suzanne Aubin, vous avez ces études pour David tuant Goliath, qui est vraiment, finalement, la science et la démonstration du mouvement. Mais aussi les états de la vie, et par exemple, cette tête de Saint-Benoît mourant. Oui, parce que les étudiants en médecine ont aussi besoin de voir ce que donne la mort, et c'est quelquefois un contact qui leur est difficile. Mais aussi la vie animale. Vous avez Doudry, et toute une collection de dessins de Doudry magnifiques, avec ses combats de lions et de sangliers. Vous avez des combats de canards sur cet étang boisé. Eh bien, évidemment, ce sont des dessins qui sont d'une grande réputation, d'une finesse tout à fait remarquable. Et de Rininger aussi, assez magnifique, hein, ces oiseaux de jour et ces oiseaux de nuit, qui vraiment sont extrêmement parlants, y compris en termes de physiologie animale. Et puis, la vie de l'homme, le fameux postillon de Fragonard. Vous avez les différents âges, les différents sexes. Vous avez ce magnifique tableau, ce magnifique dessin de jeunes femmes au turban par Madame Vigée-Lebrun. Mais vous avez aussi cette tête de femme très mystérieuse. Vous avez les âges de la vie avec ces têtes de vieillards. Évidemment, je passe parce qu'on a un temps qui, évidemment, s'écoule. Et puis la quatrième partie de ce tableau, de cet ouvrage, c'est à la recherche des causes cachées. Et c'est ça que les vitalistes aimaient beaucoup, c'est-à-dire se dire, derrière le théâtre, il se passe des choses. Et il se passe des choses, ces causes cachées, là, il y a un parallèle entre la médecine et le dessin et l'art en général. Pourquoi ? Parce que pour Lorda, la maladie, c'est une perturbation du principe vital. Mais pour l'artiste, il faut qu'il incarne finalement dans le signe, dans ce qu'il dessine finalement, tout un monde intellectuel. Et il y a un parallèle entre cette initiation au monde intellectuel que provoque l'artiste et ce que l'enseignant de médecine veut faire passer dans la tête de ses étudiants. Alors, on n'a pas trop le temps de le discuter, mais il fait de grandes considérations sur le fait que la façon d'agir de l'artiste est comme les écoles de physiologie. Alors, il dit, par exemple, Michel-Ange, il est très mécaniste, il ressemble beaucoup aux physiologistes d'aujourd'hui de Paris. Alors que Raphaël, c'est tout l'inverse. Pourtant, quand on voit la Pietà, il y a quand même du sentiment derrière, me semble-t-il. Mais bon. Et finalement, puisqu'on ne peut pas entrer dans tous les méandres de la pensée de Lorda, qui quelquefois est assez prolixe, eh bien, à travers quelques dessins, on peut voir des âmes. Et Lorda ne manque jamais de dire, eh bien, couvrez d'un masque ne serait-ce que les yeux et le nez du plus proche de vos amis, vous ne le reconnaîtrez plus. Et évidemment, le regard est une fenêtre sur l'âme. Vous avez, par exemple, cette tête de moine à grande barbe, cette étude pour la tête de Saint François, d'Andrea del Sarto. Vous avez cette tête de religieux, extrêmement méditative, que vous avez du dominicain, ici. Pardon, on se retrouve avec le postillon, excusez-moi. On a même la caricature avec le peintre Vincent en bonnet de nuit, par Berthélémy. Et puis, toute la série des caricatures de Tiepolo qui était célèbre pour ses multiples caricatures. Vincent, qui caricature aussi certaines de ses collègues. Et puis, des scènes qui font aussi réflexion dans les âges de la vie, dans la physiologie de la vie, avec ce vieillard un peu sénile qui s'endort, le feu qui prend la cheminée, et puis la jeune fille qui, évidemment, est très préoccupée par d'autres choses. Le vieillard endormi. Et puis,
la révérence, hein, donc encore quelque chose de caricatural. Et puis, des scènes qui sont profondes. Vous avez par exemple ici le baptême du Christ par Sébastien Bourdon, avec cette tête du Christ qui se détourne et qui est, je trouve, d'une grande profondeur, d'une grande humilité. Et puis, cette magnifique étude pour un Christ en croix de Simon Vouet, quand vous regardez la tête du Christ, qui est absolument extraordinaire, hein, c'est un jeune adolescent, imberbe, hein, enfin un jeune adolescent, du moins un homme très jeune, imberbe, et qui est, je trouve, d'une très très grande profondeur. Alors, vous allez me dire, tout ceci, c'est bel et bon. Déjà, du temps de Lorda, ça paraissait daté au siècle de Claude Bernard et de Magendie. Est-ce que ça a du sens ? Eh bien, lorsque j'ai montré l'iconologie à Philippe Courtet, mon collègue de psychiatrie, il a dit « J'amène mes étudiants au musée Atget, j'amène mes internes au musée Atget, ils les collent pendant chacun 10 minutes devant un tableau et on fait après un, entre guillemets, débriefing. » Et les résultats, il nous a présenté à la Société d'histoire de la médecine, c'est assez spectaculaire. Et finalement, on peut se dire que, vous savez, la grande mode aujourd'hui, en pédagogie, c'est l'apprentissage par simulation. Et l'apprentissage par simulation, c'est bien sûr, vous apprenez sur le mannequin avant d'apprendre sur le malade, à piquer, à coucher, à opérer, tout ce que l'on veut. Mais ce n'est pas sans danger. Et il y a, et notamment pour l'étudiant, il y a des apprentissages, par exemple, de consultation d'annonce qui se termine en larmes. Il y a des étudiants qui font dans larmes quand ils se rendent compte qu'ils ont tué le mannequin par leur faute. Hein, et donc on peut se dire que finalement l'apprentissage de l'art, c'est aussi de la simulation, mais de la simulation au degré suprême, et qui permet de résoudre un peu ce qui est le dilemme du médecin, qui se doit à la fois d'être dans une relation interpersonnelle, et les malades le demandent de plus en plus, mais aussi d'être dans une capacité d'analyse, et dans une capacité aussi d'analyse de ce qu'il ressent vis-à-vis de ce qu'il voit. Tout ceci pour dire que, finalement, l'intuition de Lorda n'est pas si anachronique que ça, et je pense qu'elle avait sa place aujourd'hui. Et elle finalement se résume un peu sur ce magnifique dessin de Tiepolo que j'aime beaucoup, Le vieillard et le jeune homme, où vous avez un peu tout ce que j'ai essayé de vous dire entre la sérénité de l'ancien, entre le compagnonnage entre l'ancien et le jeune, entre le regard porté sur l'avenir. Et je crois que ce dessin, finalement, montre bien cette symbiose qu'il y a entre art et médecine, et puisqu'il faut conclure, actuellement, vous hébergez, hein, vous nous les rendrez, les dessins du musée Fabre, parce que la faculté est en réflexion, mais ça peut être l'occasion, justement, d'approfondir ce dialogue extrêmement fructueux. Merci beaucoup, au nom de nous trois, de votre attention.